Le 23 août 2008, la famille Blanchard quittait leur domicile de Boulogne-Billancourt pour leurs vacances annuelles sur la Côte d'Azur. Michel Blanchard, ingénieur de 45 ans chez Renault, sa femme Sophie, professeure de mathématiques de 42 ans, et leurs deux enfants, Camille, 16 ans, et Lucas, 14 ans, avaient planifié 15 jours de détente à Nice. Ils ne savaient pas qu'ils ne reverraient jamais leur maison. 12 ans plus tard, en septembre 2020, une analyse de données GPS révélerait un détour que personne n'avait remarqué à l'époque. Un détour qui expliquerait enfin ce qui était arrivé à cette famille ordinaire qui avait simplement voulu partir en vacances. Avant de continuer Armo avec cette histoire perturbatrice, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. En août 2008, la France traversait une période particulière. Nicolas Sarkozy était président depuis un peu plus d'un an. La crise financière mondiale commençait à se faire sentir, et les vacances d'été représentaient pour beaucoup de familles françaises un moment de répit face aux incertitudes économiques. La famille Blanchard incarnait parfaitement cette classe moyenne française qui travaillait dur toute l'année pour s'offrir des vacances méritées. Michel Blanchard était un homme méticuleux. Ingénieur en mécanique automobile chez Renault, depuis 15 ans, il avait gravi les échelons grâce à son sérieux et sa rigueur. Ses collègues le décrivaient comme quelqu'un de fiable, peut-être un peu trop prudent, mais sur qui on pouvait compter. Sophie, de son côté, enseignait les mathématiques au lycée Jean-Baptiste Say dans le 16e arrondissement de Paris. Appréciée de ses élèves pour sa patience et sa pédagogie, elle était également reconnue par ses pairs comme une professeure consciencieuse qui ne comptait pas ses heures. Le couple s'était rencontré à l'université de Versailles-Saint-Quentin en 1987. Leur histoire d'amour était de celles qui durent. 21 ans de mariage, construits sur des valeurs communes de travail, de famille et de respect mutuel. Ils avaient acheté leur appartement de 3 pièces à Boulogne-Billancourt en 1995, quand les prix étaient encore abordables pour un couple de la classe moyenne. C'était là qu'ils avaient élevé leurs 2 enfants. Camille, leur fille aînée, venait de terminer sa première année au lycée. Élève brillante comme sa mère, elle rêvait de devenir vétérinaire. Passionnée par les animaux depuis son plus jeune âge, elle consacrait une partie de son temps libre au refuge SPA de Gennevilliers, où elle aidait bénévolement le week-end. Ses parents étaient fiers de voir leur fille développer un sens des responsabilités si précoce. Lucas, le cadet, était différent de sa sœur. Plus sportif qu'intellectuel, il excellait au football et évoluait dans l'équipe junior du Racing Club de Boulogne-Billancourt. Ses parents avaient parfois du mal à le faire réviser, mais son entraîneur, M. Fernandez, leur avait assuré que le garçon avait le profil pour intégrer un centre de formation s'il continuait à progresser. Cette perspective motivait Lucas bien plus que ses cours de français ou d'histoire. La famille Blanchard n'était ni riche ni pauvre. Avec les 2 salaires, ils vivaient confortablement sans se permettre de folie. Leurs vacances annuelles représentaient leur plus gros poste de dépenses après le logement. Chaque année, ils partaient 2 semaines en août, alternant entre la montagne et la mer. En 2008, ils avaient choisi Nice, une destination qu'ils n'avaient jamais explorée ensemble. Michel avait méticuleusement préparé le voyage. Il avait réservé un appartement dans le quartier de Cimiez, réputé calme et familial, dans une résidence construite dans les années 1980. L'appartement, loué par l'intermédiaire d'une agence immobilière locale, offrait une vue dégagée sur la baie des Anges et disposait de 2 chambres, parfait pour une famille de 4 personnes. Le propriétaire, M. Augustin Martel, retraité de l'Éducation nationale, louait traditionnellement son bien pendant les mois d'été pour arrondir sa pension. Le trajet de Boulogne-Billancourt à Nice représentait environ 930 km par l'autoroute A6 puis A7, ce qu'on appelait communément l'autoroute du Soleil. Michel avait calculé qu'avec les pauses obligatoires, notamment pour Lucas qui supportait mal les longs trajets en voiture, ils arriveraient vers 18 heures.
Il avait prévu de partir tôt le matin pour éviter les embouteillages du week-end d'août, particulièrement denses à cette époque de l'année. Leur Peugeot 407 SW gris métallisé, acheté neuf en 2006, était parfaitement entretenu. Michel, en bon ingénieur automobile, ne négligeait jamais la maintenance de son véhicule. La voiture avait passé son contrôle technique 3 mois plus tôt, sans aucune remarque. Les pneus étaient récents. Le plein d'essence fait la veille du départ, et Michel avait même vérifié la pression et les niveaux avant de charger les bagages. Le vendredi 22 août 2008 au soir, la famille Blanchard avait terminé ses préparatifs. Les valises étaient bouclées, l'appartement rangé, et Michel avait programmé leur GPS Garmin Nuvi 205, acheté 6 mois plus tôt. La technologie GPS grand public était encore relativement récente à cette époque, et Michel était fier de posséder l'un de ces appareils qui simplifiait considérablement les voyages. Sophie avait préparé un pique-nique pour la route, sandwichs au jambon beurre, fruits, biscuits et thermos de café. Elle avait également prévu des jeux de voyage pour occuper les enfants durant le trajet. Camille avait emporté plusieurs livres de la série Tara Duncan qu'elle dévorait depuis quelques mois, tandis que Lucas avait glissé sa Game Boy Advance et quelques cartouches dans son sac à dos. Le samedi 23 août, le réveil sonna à 6h30. Michel voulait partir avant 8h pour éviter le trafic parisien du week-end. La météo annonçait une journée ensoleillée avec des températures agréables, parfaites pour prendre la route. Sophie prépara un petit déjeuner consistant, café, tartines, jus d'orange, car elle savait que les enfants seraient encore somnolents, et qu'un bon petit déjeuner les aiderait à mieux supporter le voyage. À 7h45, les derniers bagages étaient chargés dans le coffre. Michel effectua un dernier tour de l'appartement, vérifiant que toutes les fenêtres étaient fermées, que le gaz était coupé et que les appareils électriques étaient débranchés. Sophie s'assura que Camille et Lucas avaient bien pris leurs médicaments. Camille souffrait d'asthme léger et devait toujours avoir son inhalateur avec elle, et Lucas prenait un traitement préventif contre le mal des transports. Vers 7h50, Michel démarra la Peugeot. Le GPS indiquait un temps de trajet estimé à 8h45. La famille était excitée à l'idée de découvrir Nice, et l'atmosphère dans la voiture était joyeuse. Lucas écoutait de la musique sur son baladeur CD, Camille lisait déjà, et Sophie vérifiait une dernière fois leur programme de visite dans le guide Michelin qu'elle avait acheté spécialement pour l'occasion. À 8h05 précise, selon le témoignage de leur voisin de palier, Monsieur Bernard Lecomte, qui promenait son chien et les avait salués depuis sa fenêtre, la Peugeot 407 SW gris métallisé de la famille Blanchard quittait le parking de leur résidence avenue Édouard Vaillant à Boulogne-Billancourt. Monsieur Lecomte se souvenait parfaitement de cette scène, car Michel lui avait fait un signe de la main particulièrement enjoué, ce qui était inhabituel chez cet homme généralement plus réservé. Le trajet initial se déroula normalement. Les données de péage automatisées, récupérées bien plus tard lors de l'enquête, confirment que la famille Blanchard avait emprunté l'A86 à 8h23, puis l'A6 à Wissous à 9h12. Michel respectait scrupuleusement les limitations de vitesse, comme en témoignent les relevés des radars automatiques qui ne signalent aucune infraction. La première pause eut lieu à l'aire de service de Nemours, sur l'A6, vers 10h45. Le ticket de caisse retrouvé plus tard dans les affaires de Michel montre qu'ils avaient acheté de l'eau, des bonbons pour les enfants et fait le plein d'essence. L'employé de la station-service, interrogé lors de l'enquête initiale, se souvenait vaguement d'une famille correspondant à leur description, mais sans pouvoir fournir de détails précis. C'était le week-end d'août le plus chargé de l'année, et des centaines de familles transitaient par cette aire de service. La dernière trace confirmée de leur passage date de 12h34 au péage de Fleury-en-Bière, toujours sur l'A6. Les caméras de surveillance, d'une qualité médiocre à l'époque, montrent effectivement une Peugeot 407 civet gris métallisé franchir le péage, mais l'image n'est pas assez nette pour distinguer les occupants ou lire complètement la plaque d'immatriculation. Après 7 heures,
Plus aucune trace. La famille Blanchard semblait avoir disparu de la surface de la terre. Monsieur Augustin Martel, le propriétaire de l'appartement loué à Nice, commença à s'inquiéter vers 20 heures. Il était convenu que la famille arrive en fin d'après-midi pour récupérer les clés. Vers 21 heures, ne voyant personne venir et n'arrivant pas à joindre Michel sur son téléphone portable, il appela Sophie. Là aussi, directement sur messagerie. Il laissa plusieurs messages, pensant d'abord à un simple retard dû aux embouteillages. Le dimanche matin, toujours sans nouvelles, M. Martel contacta l'agence immobilière qui avait géré la location. L'agent, Mme Patricia Reynaud, tenta également de joindre la famille sans succès. Dans l'après-midi, inquiète, elle suggéra à M. Martel de contacter la police. Le dimanche 24 août à 16h30, M. Martel se présenta au commissariat de Nice pour signaler la disparition. L'officier de permanence, peu enclin à dramatiser ce qui pouvait être un simple changement de programme de vacances, prit note de la déclaration sans déclencher immédiatement d'alerte. Ce n'est que le lundi matin quand l'agence immobilière confirma que la famille n'avait donné aucun signe de vie et que leur téléphone portable était toujours injoignable, que l'affaire prit une tournure plus sérieuse. Le capitaine Julien Morvan de la Gendarmerie nationale fut chargé de l'enquête. Officier expérimenté de 48 ans, il avait déjà traité plusieurs disparitions, mais rarement des familles entières. Sa première démarche fut de contacter les autorités parisiennes pour obtenir plus d'informations sur la famille Blanchard. L'enquête de voisinage à Boulogne-Billancourt révéla rapidement que les Blanchard étaient une famille sans histoire. Leurs voisins les décrivaient comme discrets, polis, sans ennemis connus. Monsieur Lecomte confirma les avoir vus partir samedi matin en direction de leurs vacances. Rien n'indiquait le moindre problème familial, financier ou professionnel qui aurait pu expliquer une disparition volontaire. Les comptes bancaires de Michel et Sophie furent rapidement surveillés. Aucune transaction suspecte, aucun retrait important dans les jours précédant le départ. Le couple vivait de ses salaires, possédait quelques économies, environ 15 000 € sur un livret A, mais rien qui puisse attirer l'attention de malfaiteurs. Leur mode de vie était celui d'une famille de classe moyenne, sans ostentation particulière. Le capitaine Morvan fit également vérifier l'historique des communications téléphoniques. Les derniers appels passés par Michel et Sophie dataient du vendredi soir. Michel avait appelé son frère Jean-Claude à Marseille pour lui dire qu'il passerait peut-être le voir à leur retour de Nice, et Sophie avait téléphoné à sa mère à Rouen pour confirmer que tout était prêt pour le départ. L'enquête technique se concentra rapidement sur l'itinéraire. Les relevés de péage confirmaient que la famille avait bien emprunté l'autoroute A6. Mais après Fleury-en-Bière, plus rien. L'hypothèse d'un accident grave fut explorée en priorité. Tous les services de secours, hôpitaux et morgues de la région furent contactés. Aucune trace d'un accident impliquant une Peugeot 416 SW gris métallisée avec 4 occupants. Les recherches s'étendirent au département traversé par l'A6 et l'A7. Des avis de recherche furent diffusés avec la description de la voiture et de la famille. La plaque d'immatriculation 922 XTZ 92 fut inscrite au fichier des véhicules recherchés. Pendant des semaines, gendarmes et policiers fouillèrent les abords des autoroutes, les aires de repos, les chemins secondaires. Des plongeurs inspectèrent même certains plans d'eau situés près de l'itinéraire théorique. Parallèlement, l'enquête explora toutes les pistes possibles. Une fugue familiale, peu probable, compte tenu de la personnalité des parents et de l'âge des enfants. Un règlement de compte? Michel et Sophie n'avaient aucun ennemi connu, pas de dette importante, pas d'activité suspecte. Un enlèvement crapuleux? Là encore, la famille ne présentait pas le profil de victimes idéales pour des ravisseurs. Revenus moyens, mode de vie discret, aucune richesse apparente. Au bout de 3 mois d'investigation intensive sans résultat, l'enquête fut classée sans suite, mais le dossier resta ouvert. Le capitaine Morvan, malgré sa frustration, dut se résoudre à l'évidence. Sans nouvelle piste, l'affaire piétinait. Il avait exploré toutes les hypothèses conventionnelles, mobilisé des moyens considérables, mais la famille Blanchard
semblait avoir disparu sans laisser la moindre trace exploitable. Pour les proches, ces années furent un calvaire. Jean-Claude Blanchard, le frère de Michel, ne cessa jamais de chercher. Mécanicien à Marseille, il consacrait tous ses week-ends à parcourir les routes du Sud-Est, espérant découvrir l'épave de la Peugeot dans un ravin ou un fossé. Il contactait régulièrement le capitaine Morvan, proposait de nouvelles pistes, consultait des voyants, tout ce que fait un homme qui refuse d'accepter l'inacceptable. Geneviève Lemaire, la mère de Sophie, âgée de 74 ans en 2008, ne se remit jamais de la disparition de sa fille et de ses petits-enfants. Veuve depuis 2003, Sophie était sa seule famille proche. Elle déménagea de Rouen pour s'installer dans un petit appartement près de Boulogne-Billancourt, espérant être plus proche si jamais il y avait du nouveau. Chaque matin, elle achetait tous les journaux, scrutant les faits divers, espérant y trouver une information sur sa famille disparue. L'appartement des Blanchard à Boulogne-Billancourt resta tel quel pendant 2 ans. Jean-Claude payait le loyer en espérant le retour de son frère. En 2010, face aux difficultés financières, il dut se résoudre à vider l'appartement. Cette journée fut particulièrement douloureuse. Voir les affaires de Michel, Sophie, Camille et Lucas empaquetées dans des cartons fut comme enterrer définitivement l'espoir de les revoir vivants. Les collègues de Michel chez Renault organisèrent plusieurs cagnottes pour financer des recherches privées. Un détective privé, M. Alain Dutoit, ancien commissaire de police reconverti, fut engagé pendant 6 mois en 2009. Malgré son expérience et sa motivation, il ne découvrit rien de plus que l'enquête officielle. Il confirma que la famille avait bien quitté la région parisienne et que toute trace s'arrêtait effectivement aux environs de Fleury-en-Bière. Le lycée Jean-Baptiste Say, où enseignait Sophie, créa une bourse d'études en son nom pour aider des élèves méritants issus de familles modestes à poursuivre leurs études. Ses collègues se souvenaient d'une professeure dévouée qui n'hésitait jamais à consacrer du temps supplémentaire aux élèves en difficulté. La bourse Sophie Blanchard aidait chaque année 3 élèves à financer leurs études supérieures. Au Racing Club de Boulogne-Billancourt, l'entraîneur de Lucas, M. Fernandez, ne parlait jamais de son ancien joueur sans émotion. Il gardait précieusement dans son bureau une photo de l'équipe junior 2007-2008 où Lucas souriait en maillot rouge et blanc. « C'était un gamin formidable », répétait-il souvent. Il avait vraiment le niveau pour aller loin dans le football. En 2018, 10 ans après la disparition, le dossier Blanchard fut transféré au service des affaires non élucidées de la gendarmerie. Ces cold cases bénéficiaient désormais de nouvelles technologies et d'approches investigatives modernisées. Le lieutenant Sarah Leclerc, 34 ans, spécialisée dans les disparitions anciennes, hérita du dossier. Diplômée de l'école des officiers de la Gendarmerie nationale en 2008, Sarah Leclerc avait développé une expertise particulière dans l'exploitation des données numériques anciennes. Elle avait notamment résolu plusieurs affaires en analysant des informations téléphoniques et informatiques qui n'avaient pas pu être exploitées à l'époque des faits, faute de moyens techniques appropriés. Sa première démarche fut de numériser intégralement le dossier Blanchard. Plus de 800 pages de procès-verbaux, témoignages, rapports d'expertise et photographies furent scannés et intégrés dans une base de données informatiques permettant des recherches croisées. Cette approche méthodique lui avait déjà permis de résoudre l'affaire Martineau en 2017, une disparition datant de 2003. Sarah Leclerc remarqua rapidement que l'enquête initiale, bien que méthodique, n'avait pas exploité toutes les possibilités offertes par la technologie GPS. En 2008, l'analyse des données de géolocalisation était encore balbutiante, et les enquêteurs s'étaient concentrés sur les relevés de péage et les témoignages visuels. Or, en 2018, plusieurs évolutions technologiques et réglementaires permettaient d'accéder à des informations qui étaient inaccessibles 10 ans plus tôt. La loi française sur la conservation des données de communications électroniques avait évolué. Et surtout, plusieurs entreprises privées avaient développé des outils d'analyse rétrospective des données de géolocalisation. En septembre 2020, le lieutenant Leclerc travaillait sur une affaire de fraude aux assurances qui impliquait plusieurs sociétés de transport routier. Un entrepreneur peu scrupuleux, M. Gérald Fontaine,
était soupçonné d'avoir organisé de faux accidents de poids lourds pour toucher les indemnités d'assurance. L'enquête nécessitait l'analyse des données GPS de plusieurs véhicules sur une période de 5 ans. Pour cette mission technique, Sarah Leclerc fit appel à Antoine Girard, expert en système de géolocalisation auprès du service technique de recherche judiciaire et de documentation. Âgé de 29 ans, Antoine était un passionné d'informatique qui avait rejoint la gendarmerie après des études d'ingénieur en télécommunications. Sa spécialité était l'analyse rétrospective des données de géolocalisation, un domaine en pleine expansion. Antoine Girard utilisait un logiciel développé par une société française, GeoTrace, qui permettait d'analyser les données GPS historiques en les croisant avec les informations de géolocalisation des antennes de téléphonie mobile. Ce logiciel, initialement conçu pour optimiser la logistique des transporteurs, s'avérait également très utile pour les enquêtes judiciaires. Le mercredi 16 septembre 2020, Antoine travaillait sur l'affaire Fontaine quand il découvrit quelque chose d'inhabituel dans les données historiques. Le logiciel GeoTrace avait accès aux archives des principaux opérateurs de téléphonie mobile français, et il pouvait reconstituer les déplacements de véhicules équipés de GPS sur une période remontant jusqu'à 2005. En analysant les flux de circulation sur la 6 pour la période août 2008, Antoine remarqua une anomalie dans les données du samedi 23 août. Plusieurs véhicules semblaient avoir quitté l'autoroute entre les sorties de Fleury-en-Bière et Fontainebleau, à un endroit où aucune sortie officielle n'existait. Cette anomalie concernait une douzaine de véhicules entre 13h et 15h ce jour-là. Intrigué, Antoine approfondit son analyse. Il découvrit que ces véhicules avaient tous emprunté un chemin de terre qui longeait l'autoroute sur environ 500 mètres avant de rejoindre une route départementale. Le plus troublant était que ce chemin n'apparaissait sur aucune carte routière officielle de l'époque et qu'il avait été fermé par une barrière en septembre 2008, soit quelques semaines après les faits. Antoine présenta sa découverte au lieutenant Leclerc le lendemain. Sarah comprit immédiatement l'importance de cette information. Elle demanda à Antoine de vérifier si, parmi les véhicules ayant emprunté ce détour mystérieux, le 23 août 2008, ne se trouvait pas une Peugeot 407 SW. La réponse arriva le vendredi 18 septembre. Oui, une Peugeot 407 SW avait bien emprunté ce détour le 23 août 2008 à 13h47. Les données GPS montraient que le véhicule s'était arrêté sur le chemin de terre pendant environ 15 minutes avant de reprendre sa route vers le sud, mais pas par l'autoroute. La voiture avait rejoint la RD 606, une route départementale qui traverse la forêt de Fontainebleau. Sarah Leclerc sentit son cœur s'accélérer. Elle demanda à Antoine de vérifier la plaque d'immatriculation. 922 XTZ 92. C'était bien la voiture de la famille Blanchard. Forte de cette découverte majeure, Sarah Leclerc relança immédiatement l'enquête sur la disparition Blanchard. Sa première démarche fut de se rendre sur le terrain pour comprendre comment une famille avait pu quitter l'autoroute à un endroit où cela semblait impossible. Le site se trouvait au kilomètre 67 de l'A6 entre les sorties de Fleury-en-Bière et Fontainebleau. En septembre 2020, l'endroit était parfaitement anonyme. Une glissière de sécurité longeait l'autoroute et rien n'indiquait qu'il avait pu exister un passage. Sarah prit contact avec les services de la direction interdépartementale des routes d'Île-de-France pour obtenir des informations sur l'historique de cette section. L'ingénieur responsable, M. Philippe Rousselet, lui expliqua qu'en effet, un chemin d'accès temporaire avait existé à cet endroit pendant l'été 2008. Il s'agissait d'un passage de service utilisé par les équipes d'entretien pendant des travaux de réfection de la chaussée. Ce chemin, ouvert en juin 2008, avait été fermé définitivement en septembre de la même année. Mais ce que M. Rousselet ne comprenait pas, c'est comment des automobilistes avaient pu emprunter ce passage. Il était normalement signalé par des panneaux « Accès interdit », personnel autorisé uniquement et fermé par une barrière. Seuls les véhicules de service possédaient les clés pour l'ouvrir.
Sarah demanda à consulter les archives de l'entreprise qui avait effectué les travaux d'entretien cet été-là. La société Colas Île-de-France lui fournit le planning des interventions. Les travaux avaient eu lieu principalement la nuit, entre 21h et 5h du matin, pour ne pas perturber la circulation. Pendant la journée, l'accès aurait dû rester fermé. L'enquête prit une nouvelle dimension quand Sarah interrogea les anciens employés de Colas ayant participé à ces travaux. Monsieur Daniel Perrin, chef d'équipe à l'époque, aujourd'hui retraité, se souvenait parfaitement de cet été 2008. Il confirma que l'accès était effectivement fermé pendant la journée, mais il mentionna quelque chose de troublant. À plusieurs reprises, son équipe avait trouvé la barrière ouverte en arrivant le soir pour commencer les travaux. On pensait que c'était nos collègues de l'équipe de jour qui avaient oublié de refermer, expliqua-t-il. Ça nous embêtait parce qu'on était responsable de la sécurité du site, mais on s'est dit que c'était des erreurs ponctuelles. Sarah comprit qu'elle tenait peut-être une piste. Quelqu'un avait délibérément ouvert cette barrière pendant la journée du 23 août 2008. Mais qui? Et pourquoi? Et surtout, comment cette personne avait-elle convaincu plusieurs automobilistes, dont la famille Blanchard, de quitter l'autoroute pour emprunter un chemin de terre non signalé? Sarah Leclerc décida de retrouver les propriétaires des autres véhicules qui avaient emprunté le même détour le 23 août 2008. Cette démarche, rendue possible grâce aux données GPS d'Antoine Girard, allait révéler un schéma particulièrement inquiétant. Le premier contact fut monsieur René Duhamel, habitant de Melun, qui possédait à l'époque une BMW série 3. Aujourd'hui âgé de 71 ans, il se souvenait parfaitement de cet épisode. C'était vraiment bizarre, raconta-t-il. On roulait tranquillement sur l'autoroute quand on a vu des gyrophares derrière nous. Une voiture de police nous a fait signe de nous arrêter. D'après monsieur Duhamel, 2 hommes en uniforme de police leur avaient expliqué qu'un accident grave venait de se produire sur l'autoroute et qu'ils devaient emprunter une déviation temporaire pour éviter le bouchon. Ils avaient l'air très sérieux, très professionnels. Ils nous ont dit de suivre leur voiture jusqu'à une sortie de secours qui nous permettrait de rejoindre une route parallèle. Le témoignage de M. Duhamel était accablant. Lui et sa femme avaient suivi la prétendue voiture de police qui les avait guidés jusqu'au chemin de terre. Là, les faux policiers leur avaient demandé leurs papiers d'identité et leur carte de crédit, prétextant un contrôle de sécurité renforcé suite à l'accident. Pendant que l'un des hommes vérifiait leurs documents, l'autre avait fouillé leur voiture. Ils ont pris notre portefeuille, nos bijoux, l'appareil photo, se souvenait M. Duhamel. Ils nous ont dit que c'était pour notre sécurité, qu'ils allaient nous rendre nos affaires au commissariat de Fontainebleau. Bien sûr, on n'a jamais rien récupéré. Mais le plus troublant dans le témoignage de M. Duhamel était la suite. Après le vol, les faux policiers avaient libéré le couple, leur indiquant comment rejoindre l'autoroute par la route départementale. Ils nous ont dit de ne pas porter plainte tout de suite, que ça ferait partie de l'enquête sur l'accident. On était tellement choqués qu'on les a crus. Sarah contacta ensuite Madame Françoise Moreau, propriétaire d'une Citroën C5 qui figurait également dans les données GPS. Son témoignage était similaire et de faux policiers l'avaient contrainte à quitter l'autoroute, prétextant un contrôle d'urgence. Ils avaient volé ses bijoux et environ 800 € en liquide qu'elle transportait pour ses vacances. Au total, Sarah réussit à retrouver 8 des 12 automobilistes victimes ce jour-là. Tous racontaient la même histoire. Des hommes en uniforme de police les avaient forcés à quitter l'autoroute, puis les avaient dépouillés sous prétexte de contrôle de sécurité. Mais tous avaient été libérés après le vol. Tous, sauf la famille Blanchard. En analysant les témoignages, Sarah Leclerc découvrit un schéma précis dans le choix des victimes. Les faux policiers ne s'attaquaient pas au hasard. Ils sélectionnaient soigneusement leurs cibles selon plusieurs critères. Premièrement, toutes les voitures interceptées étaient des modèles récents et coûteux. BMW, Mercedes, Audi, Peugeot haut de gamme. Les criminels repéraient visiblement les véhicules susceptibles de transporter des passagers aisés. Deuxièmement, toutes les victimes étaient des familles ou des couples en déplacement, avec des bagages visibles dans les véhicules.
les malfaiteurs semblaient cibler spécifiquement les gens partant en vacances, probablement parce qu'ils transportaient plus d'argent liquide et d'objets de valeur que des automobilistes ordinaires. Troisièmement, et c'était le plus inquiétant, les criminels semblaient avoir une connaissance précise des moyens financiers de leurs victimes. Monsieur Duhamel était directeur commercial dans une grande entreprise de matériel médical. Madame Moreau possédait une bijouterie à Paris. Les autres victimes retrouvées avaient toutes des professions bien rémunérées. Médecins, avocats, chefs d'entreprise. Comment les malfaiteurs connaissaient-ils ces informations? Sarah commença à soupçonner que les criminels avaient accès à des données confidentielles leur permettant d'identifier des cibles potentielles. Peut-être surveillaient-ils les parkings des quartiers résidentiels huppés, ou avaient-ils accès aux fichiers d'une assurance automobile? La famille Blanchard correspondait parfaitement au profil. Michel était ingénieur chez Renault, il possédait une voiture récente, habitait Boulogne-Billancourt et voyageait manifestement pour des vacances familiales. Mais contrairement aux autres victimes, il n'avait jamais été libéré. Pourquoi la famille Blanchard avait-elle été traitée différemment des autres victimes? Sarah Leclerc formula plusieurs hypothèses. Peut-être Michel avait-il résisté au vol, peut-être avait-il reconnu l'un des malfaiteurs, ou peut-être transportait-il quelque chose de plus précieux que ce que les criminels attendaient. En approfondissant l'enquête sur les finances de la famille, Sarah découvrit un élément qui avait échappé à l'enquête initiale. Michel Blanchard était responsable d'un projet confidentiel chez Renault, le développement d'un nouveau système de navigation GPS embarqué. Ce projet, appelé Airlink, représentait un enjeu technologique et commercial majeur pour le constructeur automobile. Michel avait accès à des prototypes, des plans techniques et des codes de développement d'une valeur considérable. Son ordinateur portable professionnel, qu'il emportait toujours en vacances pour pouvoir travailler si nécessaire, contenait des informations qui auraient pu intéresser la concurrence ou des criminels spécialisés dans l'espionnage industriel. Sarah contacta Jean-Claude Blanchard pour lui demander si Michel avait mentionné des problèmes au travail ou des pressions particulières. Le frère de Michel confirma que son frère avait effectivement évoqué l'importance de son projet, mais sans jamais mentionner de menaces ou d'inquiétudes. Michel était très fier de ce projet, raconta Jean-Claude. Il m'avait dit que Renault misait beaucoup sur cette technologie pour concurrencer les Allemands. Il emportait toujours son ordinateur portable en vacances au cas où ses collègues auraient besoin de lui. Cette piste ouvrait de nouveaux horizons. Et si les faux policiers n'étaient pas de simples voleurs opportunistes, mais des criminels organisés qui ciblaient spécifiquement Michel Blanchard pour s'emparer de ses données professionnelles? Cette hypothèse expliquerait pourquoi les autres victimes avaient été libérées après avoir été dépouillées, alors que la famille Blanchard avait disparu. Forte de ces nouvelles pistes, Sarah Leclerc demanda à Antoine Girard d'analyser plus finement les données de géolocalisation du 23 août 2008. L'expert en informatique découvrit que plusieurs téléphones portables avaient été actifs dans la zone du faux contrôle de police entre 13h et 15h ce jour-là. En croisant ces données avec les fichiers de police, Antoine identifia 3 numéros de téléphone suspects. L'un d'eux appartenait à Marc Delacroix, ancien policier de la brigade anticriminalité de Seine-et-Marne, radié de la fonction publique en 2007 pour corruption et violence. Marc Delacroix, 44 ans en 2008, avait une connaissance parfaite des procédures policières et possédait encore des uniformes et des équipements de police après sa radiation. Son casier judiciaire mentionnait plusieurs affaires de vol et d'escroquerie, mais il n'avait jamais été inquiété pour des faits aussi graves qu'un enlèvement. Les investigations sur Delacroix révélèrent qu'il vivait dans une ferme isolée près de Nemours, à une quinzaine de kilomètres du lieu du faux contrôle. Cette propriété, héritée de ses parents, lui offrait l'intimité nécessaire pour planifier ses activités criminelles. Il était connu des services de police comme un homme violent, intelligent et particulièrement rancunier envers l'institution policière qu'il avait exclue. Sarah découvrit également que Delacroix entretenait des relations avec d'anciens délinquants de la région.
Deux noms revenaient régulièrement dans les rapports de surveillance. Thierry Boulanger, mécanicien de 38 ans spécialisé dans le trafic de véhicules volés, et Patrick Villain, électricien de 42 ans, impliqué dans plusieurs cambriolages. Ces trois hommes formaient une équipe complémentaire. Delacroix apportait son expérience policière et sa connaissance des procédures. Boulanger se chargeait de la logistique automobile et Villain maîtrisait les aspects techniques comme l'ouverture des barrières et la falsification des équipements de police. En recoupant tous les éléments découverts, Sarah Leclerc réussit à reconstituer le scénario probable de la disparition de la famille Blanchard. Le 23 août 2008, Marc Delacroix et ses complices avaient organisé une opération criminelle d'une ampleur inédite sur l'autoroute A6. Leur mode opératoire était rodé. Villain ouvrait la barrière du chemin de service vers 13 heures, tandis que Delacroix et Boulanger, équipés d'uniformes de police et d'une voiture banalisée avec gyrophare, se positionnaient sur l'autoroute. Ils interceptaient les véhicules correspondant à leur profil de victimes idéales et les dirigeaient vers le faux poste de contrôle improvisé sur le chemin de terre. La plupart des automobilistes, impressionnés par les uniformes et l'autorité apparente des faux policiers, se laissaient dépouiller sans résistance excessive. Les criminels justifiaient leurs actions par des prétextes de sécurité liés à un prétendu accident, ce qui expliquait pourquoi les victimes n'alertaient pas immédiatement les vraies forces de l'ordre. Mais avec la famille Blanchard, quelque chose avait mal tourné. Peut-être Michel avait-il remarqué une incohérence dans les procédures. Peut-être avait-il reconnu Delacroix grâce à une affaire médiatisée de corruption policière, ou peut-être les criminels avaient-ils réalisé la valeur des données professionnelles contenues dans son ordinateur portable. Quoi qu'il en soit, au lieu de libérer la famille après l'avoir dépouillée, Delacroix avait pris la décision fatale de les emmener. Les données GPS montraient que la Peugeot 407 SW avait rejoint la ferme de Delacroix vers 14h30 et qu'elle n'en était jamais repartie. En octobre 2020, Sarah Leclerc obtint un mandat de perquisition pour la ferme de Marc Delacroix. L'ancien policier, aujourd'hui âgé de 56 ans, vivait seul dans la propriété familiale. Il était officiellement déclaré comme éleveur de volailles. Une activité qui lui permettait de justifier ses revenus sans éveiller les soupçons. La perquisition révéla plusieurs éléments accablants. Dans un hangar agricole, les enquêteurs découvrirent des uniformes de police, des gyrophares amovibles et plusieurs plaques d'immatriculation falsifiées. Plus troublant encore, ils trouvèrent l'ordinateur portable professionnel de Michel Blanchard, soigneusement dissimulé dans un double fond d'une armoire. L'analyse de l'ordinateur confirma qu'il contenait effectivement des données sensibles sur le projet Airlink de Renault. Les fichiers montraient que l'appareil avait été utilisé pour la dernière fois le 23 août 2008 à 14h52, soit environ 20 minutes après l'arrivée de la famille à la ferme. Confronté à ces preuves, Marc Delacroix nia d'abord toute implication. Mais face à l'accumulation d'éléments, données GPS, témoignages des autres victimes, matériel retrouvé chez lui, il finit par reconnaître l'organisation des faux contrôles de police. Il prétendait cependant que la famille Blanchard avait été libérée comme les autres victimes. « C'est vrai, on les a contrôlés comme les autres », admit-il finalement. « Mais après, on les a laissés repartir. Je ne sais pas ce qui leur est arrivé après. » Cette version ne tenait pas compte des données GPS qui prouvaient que la voiture de la famille était arrivée à sa ferme et n'en était jamais repartie. Les enquêteurs intensifièrent les recherches sur la propriété de Delacroix. La ferme s'étendait sur 15 hectares, incluant des bâtiments agricoles, un étang et de nombreuses zones boisées. L'analyse du sol par géoradar révéla plusieurs anomalies souterraines, mais les fouilles ne permirent pas de retrouver les corps de la famille Blanchard. L'arrestation de Marc Delacroix entraîna rapidement celle de ses complices. Thierry Boulanger, le mécanicien spécialisé dans les véhicules volés, fut interpellé à son domicile de Melun. Contrairement à Delacroix, Boulanger n'avait pas la même résistance psychologique face aux interrogatoires. Dès la deuxième garde à vue, Boulanger commença à craquer.
Il reconnut sa participation au faux contrôle de police, mais accusa Delacroix d'avoir agi seul concernant la famille Blanchard. « Marc m'avait dit qu'on les relâcherait comme les autres », expliqua-t-il. « Quand j'ai vu qu'il emmenait toute la famille à la ferme, j'ai compris que ça dérapait. » Selon Boulanger, Delacroix était devenu obsédé par l'ordinateur portable de Michel Blanchard. L'ancien policier avait rapidement compris que l'appareil contenait des informations techniques d'une valeur considérable. Il avait contacté des intermédiaires spécialisés dans l'espionnage industriel, qui lui avaient confirmé que les données sur le projet Airlink pouvaient se vendre plusieurs centaines de milliers d'euros. Marc était persuadé qu'on tenait le gros lot, raconta Boulanger. Il voulait forcer l'ingénieur à lui donner tous les mots de passe, à lui expliquer comment accéder au serveur de Renault. Mais le type refusait de coopérer. Le témoignage de Boulanger révélait une escalade dramatique. Michel Blanchard, ingénieur consciencieux, avait refusé de trahir son employeur malgré les menaces. Cette résistance avait provoqué la colère de Delacroix, habitué à obtenir ce qu'il voulait par l'intimidation. Marc devenait de plus en plus violent, poursuivit Boulanger. Il disait que si l'ingénieur ne parlait pas, il s'en prendrait à sa femme et aux enfants. Moi, je voulais partir, mais Marc m'avait dit que j'étais complice et que si ça se savait, on prenait tous les mêmes risques. Le témoignage complet de Thierry Boulanger, corroboré par les aveux partiels de Patrick Villain, permit finalement de reconstituer les dernières heures de la famille Blanchard. Le 23 août 2008, vers 14h30, les 4 membres de la famille avaient été conduits à la ferme de Delacroix, contraints et forcés. Delacroix avait d'abord tenté d'obtenir les informations techniques par la persuasion, expliquant à Michel que sa coopération permettrait la libération rapide de sa famille. Mais l'ingénieur, conscient de la valeur stratégique des données qu'il protégeait, avait refusé de céder au chantage. La situation s'était rapidement dégradée. Delacroix, frustré par la résistance de Michel, avait commencé à menacer Sophie et les enfants. Selon Boulanger, Michel avait tenté de protéger sa famille en proposant de révéler seulement une partie des informations, mais Delacroix exigeait un accès complet au serveur de Renault. Vers 16h, la négociation avait définitivement échoué. Michel Blanchard maintenait son refus de trahir son employeur et Delacroix réalisait que la situation lui échappait. Il ne pouvait plus libérer la famille sans risquer d'être dénoncé. Et il ne pouvait pas obtenir ce qu'il voulait par la contrainte. C'est là que Marc a perdu la tête, témoigna Boulanger. Il a dit que si on ne pouvait pas avoir l'argent, au moins on ne finirait pas en prison. Il a sorti son arme de service qu'il avait gardée malgré sa radiation. Les détails de ce qui s'était passé ensuite restaient flous dans le témoignage de Boulanger, qui prétendait avoir quitté la ferme avant le dénouement. Mais les éléments techniques retrouvés permirent aux enquêteurs de reconstituer la tragédie. L'ordinateur portable de Michel montrait des tentatives d'accès infructueuses jusqu'à 17h23 le 23 août 2008. Après cette heure, plus aucune activité. Les analyses balistiques effectuées dans la ferme révélèrent des traces de sang humain dans la cave, ainsi que des impacts de balles dans les murs de béton. Marc Delacroix avait minutieusement organisé l'élimination des preuves. La Peugeot 407 SW de la famille Blanchard avait été démontée pièce par pièce dans l'atelier clandestin de Thierry Boulanger. Les éléments métalliques avaient été vendus à une casse automobile complice, tandis que les éléments identifiables avaient été détruits. Les corps de la famille Blanchard n'avaient jamais été retrouvés malgré les fouilles extensives sur la propriété de Delacroix. Selon les témoignages recueillis, l'ancien policier avait fait appel à des contacts dans le milieu de la démolition pour faire disparaître définitivement toute trace des victimes. Cette opération avait probablement eu lieu dans les jours suivant le crime, quand les recherches officielles se concentraient encore sur l'hypothèse d'un accident de la route. Delacroix avait également pris soin d'effacer toutes les traces numériques de ses activités. Il avait détruit les téléphones portables utilisés le jour du crime et s'était débarrassé des uniformes et du matériel compromettant. Seul l'ordinateur de Michel, qu'il espérait encore exploiter,
et quelques équipements secondaires avaient échappé à cette destruction systématique. Cette minutie dans l'élimination des preuves expliquait pourquoi l'enquête initiale n'avait abouti à aucune piste sérieuse. Sans les nouvelles technologies d'analyse des données GPS, le crime de Delacroix serait probablement resté impuni. Le procès de Marc Delacroix et de ses complices s'ouvrit en mars 2022 devant la cour d'assises de Seine-et-Marne. L'affaire avait profondément marqué l'opinion publique, tant par la cruauté des faits que par l'ingéniosité de l'enquête qui avait permis de les élucider 12 ans après. L'accusation, menée par le procureur général maître Anne-Sophie Durand, présenta un dossier accablant. Les preuves techniques, les témoignages des autres victimes et les aveux partiels des complices dessinaient un schéma criminel d'une froideur exceptionnelle. Les accusés ont transformé l'autorité policière en instrument de mort, déclara le procureur. Ils ont exploité la confiance que les citoyens accordent aux forces de l'ordre pour commettre le pire des crimes. La défense de Marc Delacroix, assurée par maître François Lambinet, tenta de minimiser la responsabilité de son client en mettant en avant son passé de policier et les traumatismes liés à sa radiation. « Mon client a commis des erreurs graves, mais il n'est pas le monstre que l'accusation dépeint », plaida l'avocat. Les circonstances l'ont poussé vers des choix qu'il regrette profondément. Mais les témoignages des proches de la famille Blanchard furent particulièrement émouvants. Jean-Claude Blanchard, le frère de Michel, s'adressa directement à Delacroix. « Vous avez détruit une famille entière pour de l'argent. Michel était un homme bon, Sophie une mère aimante, Camille et Lucas avaient toute la vie devant eux. Rien ne justifiera jamais ce que vous avez fait. » Geneviève Lemaire, la mère de Sophie, âgée de 88 ans, fit une déclaration particulièrement poignante. « Pendant 12 ans, j'ai espéré revoir ma fille et mes petits-enfants. Chaque matin, je me levais en pensant que peut-être, ce jour-là, j'aurais de leurs nouvelles. Maintenant, je sais qu'ils ne reviendront jamais, mais au moins, je sais pourquoi. » Après 4 jours de débat, le jury populaire rendit son verdict. Marc Delacroix fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans pour assassinats aggravés. Thierry Boulanger écopa de 20 ans de réclusion criminelle pour complicité d'assassinat et Patrick Villain de 15 ans pour complicité et recel. L'affaire Blanchard eut des répercussions importantes sur les procédures de sécurité autoroutière et d'enquête judiciaire. Les autorités françaises mirent en place de nouveaux protocoles pour éviter qu'une telle situation puisse se reproduire. La Direction générale de la Gendarmerie nationale créa un système d'alerte automatique pour tous les contrôles routiers exceptionnels. Désormais, tout contrôle police ou gendarmerie effectué en dehors des procédures habituelles doit être signalé en temps réel à un centre de coordination qui vérifie l'authenticité de l'opération. Les sociétés d'autoroutes renforcèrent également la surveillance de leurs infrastructures. Tous les accès de service sont maintenant équipés de systèmes d'alarme et de caméras de surveillance connectés à des centres de contrôle 24h/24. L'ouverture non autorisée d'un accès déclenche immédiatement une alerte. Du côté judiciaire, l'affaire démontra l'importance cruciale de l'analyse des données numériques dans la résolution des crimes anciens. Le service technique de recherche judiciaire et de documentation développa de nouveaux outils d'analyse rétrospective des données de géolocalisation, permettant de rouvrir plusieurs cold cases avec succès. Le lieutenant Sarah Leclerc fut promu capitaine et reçut la médaille d'honneur de la police nationale pour son travail exemplaire sur cette affaire. Elle devint une référence nationale en matière d'investigation technologique sur les disparitions anciennes. 12 ans après leur disparition, la famille Blanchard put enfin reposer en paix, même si leur corps n'avait jamais été retrouvé. Une cérémonie commémorative fut organisée en septembre 2022 au cimetière de Boulogne-Billancourt, en présence de leurs proches et des enquêteurs qui avaient permis de faire éclater la vérité. Jean-Claude Blanchard fit installer une stèle à la mémoire de son frère, de sa belle-sœur et de ses neveux. L'inscription, sobre et émouvante, rappelait Michel, Sophie, Camille et Lucas Blanchard.
Partis en vacances le 23 août 2008, pour toujours dans nos cœurs. Le lycée Jean-Baptiste Say, où enseignait Sophie, perpétua la bourse d'études créée en son honneur. Depuis 2008, cette bourse a permis à plus de 40 élèves issus de familles modestes de poursuivre leurs études supérieures. La directrice de l'établissement, Madame Claire Fontaine, déclara: Sophie aurait été fière de voir que son nom continue d'aider des jeunes à réaliser leurs rêves. Au Racing Club de Boulogne-Billancourt, l'entraîneur M. Fernandez, aujourd'hui proche de la retraite, organise chaque année un tournoi Lucas Blanchard pour les équipes juniors. Lucas était un gamin formidable, répète-t-il encore. Ce tournoi permet de garder sa mémoire vivante et de rappeler aux jeunes joueurs que le football, c'est aussi une famille. Chez Renault, le projet Airlink sur lequel travaillait Michel fut finalement commercialisé en 2012 sous le nom de Airlink, devenant l'un des systèmes de navigation embarqués les plus avancés du marché automobile européen. La direction de l'entreprise décida de dédier discrètement ce succès technologique à la mémoire de Michel Blanchard, ingénieur consciencieux qui avait payé de sa vie son refus de trahir son employeur. Cette affaire nous montre comment la technologie moderne peut révéler des crimes que leurs auteurs croyaient parfaitement dissimulés. Elle illustre aussi la détermination de certains enquêteurs qui ne renoncent jamais, même face à des affaires apparemment insolubles. Mais au-delà des aspects techniques et judiciaires, l'histoire de la famille Blanchard rappelle une vérité plus profonde sur la nature humaine. D'un côté, elle révèle jusqu'où peuvent aller certains individus quand la cupidité et le ressentiment prennent le dessus sur l'humanité. De l'autre, elle montre l'extraordinaire courage d'un homme ordinaire qui a préféré sacrifier sa vie plutôt que de trahir ses principes. Michel Blanchard n'était pas un héros de film, juste un ingénieur consciencieux qui aimait sa famille et respectait son travail. Face au choix impossible que lui imposaient ses bourreaux, il a choisi de protéger ce en quoi il croyait, même au prix de la tragédie ultime. Cette histoire nous questionne. Aurions-nous eu le même courage dans des circonstances similaires ? Ce cas nous montre comment des criminels peuvent exploiter notre confiance en l'autorité pour commettre les pires atrocités, mais aussi comment la détermination et la technologie peuvent finalement révéler la vérité, même des années plus tard. Qu'avez-vous pensé de cette histoire ? Aviez-vous soupçonné le rôle des faux policiers dès les premiers indices? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette enquête approfondie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Laissez votre like si cette histoire vous a marqué et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse aussi aux affaires criminelles réelles.